Allez, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Illustration Motivation. Ce soir, je suis Miffy Chai et je vais vous expliquer un petit peu comment je pense mes logos quand je crée des logos et je vais essayer de vous expliquer une forme de logique pour que vous aussi vous soyez capable d'en créer par vous-même. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois quand on a fait la première présentation avec Zeo, ça pourrait être intéressant quand même d'aller la voir parce qu'on y expliquait quand même quelques notions qui sont assez importantes en termes de création typographique. Et je vous invite vivement à aller voir aussi la vidéo qu'a faite Zeo la semaine dernière, qui elle aussi apporte de nouvelles clés pour créer des lettres. Donc lui, il était plus dans la construction, moi j'ai dans une autre forme de construction, j'ai plutôt dans des constructions globales de groupes de lettres. Qu'allez voir les deux autres vidéos. Et sinon, bah, vous allez essayer de faire ce qu'on a. Aujourd'hui, ça va pas forcément être des exercices très compliqués. Et pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu la logique. Là, ce que je vous montre actuellement, c'est donc mes couvertures de livres que j'ai fait dernièrement. Donc, il y a certaines qui sont des séries, comme Dragon Canyon et Krypton. La création de typographies, c'est super important, surtout quand on les place dans un contexte. Quand on crée des typographies comme ça de manière un peu informelle, ça peut être un peu compliqué. Donc on va apprendre en fait à se créer un cadre, et c'est ce cadre qui va faire que la typographie est intéressante. Pour ceux qui s'intéressent au concept art, vous verrez que c'est une des notions les plus importantes qu'ils y apprennent. Ben, comme on disait pendant la vidéo avec Zeo, vos illustrations. Donc là, ce que je disais, c'est que les logos appartiennent donc à un contexte, logo, typo, peu importe, et il faut toujours penser à votre contexte. Donc ce qui est bien quand on est avec un client, c'est que le client va vous apporter un contexte et il va falloir y faire attention. Donc quand vous allez être amené à devoir créer une typographie pour un logo, un lettrage, pour des bulles, quand vous devez faire des onomatopées pour une bande dessinée, il faut toujours vous mettre dans une sorte de contrainte. Donc comprendre quelle est la demande du client, essayer de comprendre de quoi il a besoin, essayer de comprendre vraiment l'univers dans lequel s'inscrit votre typographie. Par exemple, si vous êtes dans un univers steampunk, ça peut être quand même sympa d'avoir des traits graphiques dans votre lettrage qui font référence au steampunk. Tout ça, ça fera référence aussi à la culture en fait, la culture personnelle. Moi, ce que je conseille quand vous allez créer un bon lettrage ou quand vous allez créer un bon logo, il y a une règle qu'on m'a apprise et que j'applique toujours et que je m'en sers en fait pour vanter la qualité de mes créations, c'est que quand vous faites un, un lettrage ou même pour une illustration, vous devez être capable d'absolument tout justifier. C'est très important. Pourquoi, par exemple, vous allez prendre une typographie comme dans Dragon Canyon qui est sans sérif, c'est-à-dire une typographie qui n'a pas de pied, qui pose la lettre, eh bien, il faut être capable de justifier. Pourquoi ces lettrages sont tous en majuscules? Il faut pouvoir le dire. On remarquera qu'elles ne le sont pas toutes forcément. Dans Annabelle Pickering, on est sur des lettres qui sont toutes en majuscules, mais il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Tout ça, il faut être capable de l'expliquer. Vous allez avoir des rythmes, vous allez avoir des jeux de formes, vous allez avoir peut-être des espacements un peu étranges comme ça qui vont jouer avec le sens que vous allez apporter à votre image. Mais si vous y avez toujours pensé quand vous l'avez créé, eh bien, vous ne serez jamais pris au dépourvu face à un client. Et forcément, votre création aura plus de sens, donc plus de force, et vous-même, vous en serez peut-être un petit peu plus fier. Chacune de ces typographies, c'est une version. Il peut y en avoir des milliers, il peut surtout y en avoir des bien meilleures. Moi, je suis pas du tout le meilleur typographe du monde, je suis même la personne qui écrit le plus mal au monde, mais j'essaie quand même d'avoir une intention. S-Mesure, par exemple, pour moi, c'était sûrement le logo le plus difficile parce que c'est zoomé déjà beaucoup. C'est une typographie qui est sans sérif et mon but c'était d'essayer d'avoir un lettrage un peu SF. Et le problème c'est que contrairement à ces typographies qui sont assez organiques, ça veut dire qu'on peut les dessiner à la main parce qu'elles sont un peu aléatoires, elles ont des courbes, elles ont des duretés. Bah, S-Mesure c'est une typo qui est très raide, donc j'ai pas pu la créer à la main. Il a fallu que j'en prenne une qui existe, et j'en parlerai plus tard dans la soirée de quand vous avez une idée, il va falloir aller plus loin aussi, et peut-être essayer de vous faciliter la vie en choisissant d'autres typographies. Donc il va falloir sélectionner la bonne typographie qui est ensuite adaptée à la demande de votre client, et ensuite que vous soyez capable de l'expliquer. Tous les effets qu'il y a par-dessus ces lettrages, c'est pareil.
Dragon Canyon, ça aurait très bien pu être comme dans Krypton ou Annabelle Pickering, un lettrage qui est simplement en aplat, ça aurait peut-être fonctionné, mais le fait de lui avoir apporté du volume, ben, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Il faut vraiment contrôler ce qu'on en fait. Et ce mesure, moi j'avais besoin de dorure parce que la dorure c'est quelque chose qui est important dans la thématique de ce truc. J'avais besoin de retrouver ce côté métal parce que dans S mesure ça parle aussi de robots, donc il y a plein de petites références comme ça qui sont importantes. Up Against Moon Knight, je vais en parler juste après, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. C'était un process encore différent pour Up Against Moon Knight. Donc là, retenez bien, quand vous allez faire des lettrages, pensez toujours au contexte que va vous apporter le client. Pensez toujours à ce que vous allez apporter vous en termes de réponse. Toujours en vous demandant comment mettre en valeur un message, comment le justifier. Ça fait, là je remets, j'enfonce encore sacrément le clou, hein. C'est un chapitre que j'ai appelé culture et confiture. Si vous n'avez pas de culture visuelle, c'est forcément plus difficile de créer. Donc si vous êtes intéressé par la typographie, moi je vous invite vivement à vous y intéresser. Ça veut dire que vous allez commencer à aller regarder des livres, vous allez commencer à aller regarder des couvertures de livres, vous allez commencer à aller regarder même des mises en page dans des magazines, regarder un petit peu à quoi ça ressemble, essayer de trouver des trucs un petit peu originaux. Moi je conseille d'aller chercher des choses, des références chez des gens qui sont quand même assez pointus, allez pas chercher des fanzines faits un peu rapidement, un peu pour le fun, vous voyez. C'est important d'aller chercher des bonnes références avec des gens qui savent bien de quoi ils parlent. C'est là que vous aurez les meilleures références. Moi, il y a un site que j'aime beaucoup. Pour ça, c'est Behance. Behance, quel mot-clé? Font. On peut taper font, par exemple. Vous allez avoir des gens qui créent des logos et vous allez aussi avoir des créateurs de typographie. Donc il y a des trucs assez variés. Vous allez par exemple avoir ce genre de personnalité qui crée des logos à la main, donc ce qu'on appelle le lettering. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dessiner quelque chose en un seul mouvement. C'est une vraie spécialité. Moi, j'aimerais bien voir les gens qui font ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, toutes ces typos ont un sens. Il y en a d'autres qui sont un peu différentes. Donc, allez voir un peu tout ça, allez voir ce qui se fait. Et ensuite, bah, il va falloir s'entraîner, il va falloir en faire, faire, défaire, mais toujours en vous imposant d'avoir un contexte et vous allez voir que ça va être plus efficace. Donc là, ça serait plutôt sur de la culture visuelle. Vous voyez, à force de voir, ça va vous donner envie, ça va vous donner des idées. Vous allez peut-être commencer à vous poser des questions. Pourquoi il fait ça comme ça? Quel est le sens qui est caché derrière? La typo qui est à droite, la Wafold, je la trouve rigolote personnellement. Je trouve qu'elle a des traits un petit. Là, ce rond-là, c'est clairement une référence au truc, au lettrage viking. Enfin, c'est tout ça, ça se creuse. Et si ça se trouve, ils l'ont même expliqué dans leur document. Donc, allez voir ça. Donc ça, c'est pour la banque visuelle, on va dire. Et derrière, vous aurez forcément la banque historique. Alors, on a vraiment passé le sujet très rapidement la première fois avec Zeo, mais toutes ces typographies qui sortent là, c'est pas uniquement des typographies visuelles, elles sont une référence, elles sont appuyées sur des typographies qui existent déjà. Donc c'est bien de savoir de quelles typographies ils se sont inspirés, quelle est l'histoire des typographies dont ils se sont inspirés, et de fil en aiguille, en fait, votre culture visuelle et votre culture tout court, ils vont se construire. Ça va être moins difficile et forcément, bah, plus tard, quand vous ferez des références, je sais pas, si on vous invite un jour à parler de vos couvertures de livres ou de vos jeux typographiques dans vos affiches pour des événements, eh ben, vous serez capable d'en parler et c'est mieux auprès des clients d'avoir professionnel. Donc, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Alors, ça c'est culture et confiture. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples de typographie que j'ai eu l'occasion de faire. Je vais surtout vous montrer comment j'en suis arrivé à ces résultats finaux. Donc j'ai commencé par Dragon Canyon, qui est en fait la première typographie que j'ai créée. À savoir qu'avant de faire Dragon Canyon, j'ai toujours été une grosse pine en typographie. Je suis hyper mauvais pour ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'écris super mal. Je suis sûrement, j'arrive à me relire, mais c'est vraiment un miracle. J'écris très mal. Et la typographie, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment frustré parce que bah, j'avais pas cette culture visuelle. Donc à un moment, je me suis dit, allez, pense la typographie comme un dessin, essaie de te dire. Donc ça, c'est le premier croquis que j'ai fait Dragon Canyon. J'avais déjà une idée très précise en tête. Mes premiers croquis, quand je travaille avec des clients, sont toujours en noir et blanc. Et c'est important de penser en noir et blanc parce que un logo, si vous ne le travaillez pas en noir et blanc au départ, eh ben, rien ne vous assure qu'il sera fonctionnel à la fin. Parce que vos logos,
vous allez avoir un problème, c'est que autant dans votre affiche ou dans votre couverture de livre ou dans votre bande dessinée, je sais pas, vous allez mettre plein de fioritures, plein de trucs, vous avez pensé à des textures à l'intérieur de votre typographie. Le problème, c'est qu'en situation réelle, vous allez avoir un client qui va vous dire, j'aimerais bien utiliser mon logo pour le mettre sur des casquettes, ou j'aimerais bien utiliser mon logo pour imprimer un Pantone pour faire une décoration de vitrine. Eh ben ça, si vous n'avez pas pensé votre logo en noir et blanc en amont, eh ben vous ne pourrez pas le faire. Il va falloir retravailler votre typographie pour qu'elle fonctionne plus tard en noir et blanc. Parce que les Pantones, ça coûte très cher. Donc un gars, quand il fait une impression vitrine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bah, je vais essayer d'imprimer le moins de couleurs possible. Et généralement, ça veut dire deux couleurs, blanc ou noir, ou une couleur et un fond uni. Vous voyez le principe? Donc c'est hyper important que la silhouette elle fonctionne. Donc ça c'est pour le côté technique, on va dire. Donc Dragon Canyon, mon idée que j'avais, c'est que j'avais besoin d'une typographie impactante, forte. Donc j'ai choisi de prendre des majuscules. Je voulais quelque chose qui soit assez fort visuellement, qui ait une sorte de maturité, on va dire, parce que les typographies, quand elles sont plutôt écrites en minuscules ou avec des formes un peu attachées, c'est plutôt des références à l'enfance, à la gentillesse et des trucs comme ça. Moi, j'avais besoin d'un truc un peu dur, parce que c'est une histoire qui parle de maturité. Ensuite, toutes ces formes-là un peu cassées, j'avais deux idées en tête. La première, c'était de retrouver les cailloux du canyon. Je voulais un peu racé comme ça. Et aussi faire un peu référence au dragon, à la rune. Le A notamment, c'est un peu une référence à ça. C'est qu'il y a un petit côté runique. Donc je veux qu'il ait des silhouettes comme ça qui rappellent des glyphes finalement. Donc le reste est assez classique. On remarquera que le Y c'est une catastrophe. Je trouve que c'est une lettre qui est très difficile à équilibrer. Et c'est encore une lettre qui me pose problème. Et je crois que c'est ce qu'a dit Zéwo la semaine dernière lui aussi. C'est que ça fait partie des lettres qui sont difficiles parce que le problème qu'a le Y, comme peut l'avoir un B ou autre chose, c'est que ce sont des lettres qui vont avoir tendance à avoir une tête qui est très large et un pied très fin. Ça fait qu'en haut, ça va être bien équilibré d'une tête à l'autre, d'une lettre à l'autre. Donc le N, le Y et le O, ça se lit relativement bien. Par contre, le N, le Y et le O, bah, il y a des espaces qui sont un peu dégueulasses. Voilà. Ça, c'est difficile à gérer, honnêtement. Et je n'ai pas la connaissance, et je ne pourrais pas en parler ce soir, j'en parlerai pas ce soir de toute façon. Je ne pourrais pas expliquer comment on gère ce genre de choses parce qu'à nouveau, ben, je ne suis pas typographe. Je fais de la typographie, mais je n'ai pas la science infuse. On a cette version. On va passer à la version suivante. Je vérifie là, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'évolution. J'ai juste mis de la couleur. Donc on commence à avoir un contexte coloré. C'est important de mettre très vite en situation votre typographie parce que si vous oubliez le logo, hein, oubliez votre logo, faites votre illustration, oubliez complètement qu'il y a du texte en bas de votre image, il n'y a rien qui vous assurera qu'elle fonctionnera au bout. Donc c'est important de tester assez vite les couleurs, de tester votre texte en situation. Moi par exemple, pourquoi j'ai mis cette espèce de fond là pixelisé? En fait j'avais une autre contrainte qui arrivait en cours de projet, c'est que ces petits dragons qui sont dans un canyon, finalement, ils sont surtout dans un canyon qui est un jeu vidéo, donc j'avais besoin de retrouver ce code du jeu vidéo. Et ce code du jeu vidéo, il va me poser vraiment souci. Le problème, c'est que j'ai commencé à avoir des associations de deux typographies, donc une pixelisée et une un peu plus dure et manuscrite, on va dire. Non, pas manuscrite du tout, mais enfin dessinée à la main. Et j'avais des problèmes de contraste. Donc votre lettrage, là, moi j'ai des problèmes de contraste. Pourquoi? Parce que j'ai des zones claires à gauche et j'ai des zones sombres à droite. Et le problème, c'est que si je retire le blanc pixelisé qui est au fond, et ben à droite, mon dragon, il sera lisible. Et en bas, la canyon, là, c'est un peu le bordel, il y a des zones sombres et claires dans tous les sens, ça va rendre ma typo illisible. Et c'était hyper difficile, je trouve, sur cette affiche, dans ma composition, d'intégrer ma typographie, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai essayé d'intégrer ce fond clair là. C'est un peu la solution Clodo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, la solution la plus Clodo que vous pouvez avoir dans une affiche. Je vais la faire là sur le premier exemple. Vous avez ce fond là, imaginons que c'est un fond d'affiche, ok, horrible. Là-dedans, vous n'avez pas pensé qu'il fallait intégrer un titre. Là, au dernier moment, le client il vous a dit faudrait me rajouter une aventure extraordinaire. Voilà, par exemple. Extraordinaire. Là, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas pensé votre texte avant de faire votre composition, c'est que j'ai des zones claires à gauche, des zones sombres à droite, c'est incompréhensible. Je vais essayer plusieurs possibilités.
On va voir qu'il n'y en a aucune qui va fonctionner. Absolument aucune. Vous voyez, fond blanc sur couleur, ça marche pas. Fond rouge sur couleur, ça marche pas. Voilà, vous voyez, je trouverai jamais de solution. Pourquoi? Parce que ma typographie n'a pas été intégrée dans ma composition à la base. Donc la solution pourrie qu'on a tous quand on a mal fait notre visuel, et ça c'est une erreur de débutant qu'il faut très vite apprendre à ne pas faire, c'est ça. Mettre un gros fond blanc comme ça, bon. Alors si c'est bien amené et que c'est graphique, ok, ça peut fonctionner. Moi je dis qu'il faut savoir jouer avec les erreurs, hein, c'est pas un souci. La solution encore plus mauvaise que vous pouvez choisir, c'est ça. Alors ça c'est l'argument du pauvre. Ça veut dire que vous avez pris la première image que vous avez trouvée sur internet, vous avez mis du texte dessus, vous vous êtes rendu compte que votre texte il marche pas, mais vous avez un petit peu honte de votre fond opaque. En fait, vous ne l'assumez pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez tester comme ça en vous disant ouais, ça va. Non, là, ça va pas trop là. Voilà, vous allez chercher comme ça l'opacité ultime pour vous dire est-ce qu'on voit un peu les images derrière et est-ce qu'on voit suffisamment mon texte. Vous voyez que c'est un peu bancal. C'est un peu bancal tout simplement parce qu'il ne faut pas faire ça. Donc, bon, moi je préfère encore un graphiste qui choisit d'avoir un fond uni, il assume, il choisit une belle typographie. Qu'est-ce que je peux avoir là Je sais pas, une aventure extraordinaire, voilà, un côté un petit peu western. Hop, 130 pt. On peut lui mettre des courbes, éventuellement. On assume, ok, hein, quand on fait des grosses conneries, faut vraiment être un peu bête là-dessus. On assume jusqu'au bout, on dit non, mais c'était voulu. Généralement, ça marche bien. À nouveau, si vous êtes capable de l'expliquer. Donc, vous voyez, hop. Et voilà, on commence à retrouver. Vous pouvez même vous amuser à faire un effet drapeau. Donc, vous voyez, on commence à rentrer dans l'illustration pour essayer d'un peu sauver les meubles. Ça marche bien. C'est pas non plus fifou, mais ça peut fonctionner. Voilà, Donc là, on est sur un truc qui est relativement. Voilà, on commence à retrouver de l'équilibrage. C'est pas catastrophique, on va dire. Parce que j'ai réussi à rebondir. Mais à nouveau, ne faites pas ça. Choisissez d'avoir un lettrage intégré dans votre composition. Donc je repars sur Dragon Canyon. Donc là, bah, forcément, problème de compo, texte qui n'est pas adapté. J'ai finalement réussi à trouver une note pirouette. Au lieu d'avoir ce fond comme ça, blanc en texte, bah, j'ai tout simplement assumé le fait que bah, tant pis, rien à faire de cet effet pixel. Je vais me concentrer à fond sur Dragon et Canyon. Ça sera plus vendeur que le côté pixel que j'arrivais pas à intégrer de toute façon. Là, ma pirouette, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai apporté du côté un peu pixelisé plutôt sur l'illustration. Et en fait, ça m'a sauvé les meubles. Ça m'a permis de retrouver les zones qui étaient trop sombres à gauche, et ben, je les ai noyées dans un brouillard. Et c'est bon, j'ai retrouvé ma lisibilité. Et le logo final ressemble plutôt à ça. Donc il reste toujours ces stries, mais j'ai réussi à les calmer à beaucoup d'endroits. C'est un autre tome, c'est le troisième tome de Dragon Canyon, donc on voit que ça marche. Je commence à rajouter des dégradés parce que à nouveau il y a une maturité, il y a des trucs qui se mettent en place. Ici, il y en a deux autres là. Dragon Canyon le premier, le deuxième qui s'appelle Blue Sea, qui est donc une déclinaison du logo Dragon Canyon. Donc c'est le même lettrage, donc c'est rigolo parce que bah, tout à l'heure on parlera un petit peu de déclinaison de lettres, des formations des lettres. Donc il y avait des lettres dans Dragon Canyon que j'avais pas créées, j'ai dû les créer pour Blue Sea, etc., etc. Donc ça c'est pour Dragon Canyon. Ici on a Annabelle Pickering. Donc ça c'est le ref que j'ai envoyé à ma cliente. Je peux vous dire qu'on est quand même à des kilomètres du résultat final, parce que mon objectif c'était de gagner de l'argent en travaillant le moins possible. Sauf qu'arrivé à mi-chemin, je me suis dit je peux pas vendre ce genre de choses. Ça me dérange en fait. Je trouvais que cette typographie, certes, elle est un peu sérif, elle est sympa, bon, sans plus, elle est un peu froide. Moi, elle me vend pas grand-chose comme aventure. J'avais envie de plus d'aventure. À nouveau, j'ai eu ce problème de conscience de me dire, je veux pas vendre ça, je trouve que ça colle pas à l'ambiance du livre, donc j'ai poussé plus loin et j'ai créé Annabelle Pickering. C'est celui-ci, on a donc cette espèce de dynamique qui monte vers le haut, donc ça donne un petit peu de joie comme ça, d'aventure. La typo est vraiment pas très bien équilibrée. C'était très difficile de la faire, sachant que c'était le deuxième livre sur lequel j'ai bossé. Donc la deuxième typographie que je crée. C'était pas facile, je me suis grandement inspiré d'une typographie existante que je sais même plus laquelle c'est. Et tout ça, j'ai fait pas mal de tests. Alors j'ai pas mis les croquis pour pas passer 2 ans dessus, mais j'ai fait pas mal de tests pour trouver les bonnes formes de lettres. J'ai bien fait attention à mes constructions.
Je les ai redessinés plusieurs fois, il y en a beaucoup. Le S par exemple est pas mal dessiné à la main, ça se voit parce qu'il a des cassures un peu moches par endroits. Mais l'ambiance globale est plutôt bonne. Je trouve pas la typo ultra lisible. À nouveau, il y en a certaines, le Y est pas très beau. Je le vois maintenant, je pense, mais je le voyais pas comme ça quand je l'ai créé il y a 1 ou 2 ans, je crois. Surtout que j'avais un autre problème, c'est que là, à nouveau, alors je crois que c'est Arnaud, je l'ai aperçu tout à l'heure, qui parlait de flou. Bah, ce logo, le problème qu'il a, c'est que j'avais créé l'illustration avant de le créer. Donc j'ai eu ce fameux problème de contraste, c'est que j'ai des zones claires et des zones sombres à l'arrière. Bah, ça m'a posé des problèmes. Donc bah, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'était de faire une ombre portée derrière mon lettrage. Ça fonctionne, bon, ça fait pas voler au plafond, mais ça fonctionne suffisamment pour faire ressortir mon texte de l'arrière-plan. Donc c'est tout ce que je recherchais. Moi, ça m'a suffi. Donc là, on va parler de Krypton. Krypton, donc j'en suis au troisième livre là. Donc ça va être une grosse série. Ma contrainte que j'avais, c'était une histoire fantastique avec de l'horreur à l'intérieur. Donc j'avais besoin de retrouver ces codes à l'intérieur. Là, je savais que j'allais créer quelque chose et j'avais vraiment envie de le faire sérieusement. Donc ce que j'ai proposé à mon client, j'ai dit, pour l'instant, je te montre juste ce que j'ai en tête. Je veux juste une typo qui est assez forte. Je veux une typo qui a du mouvement. Et je veux de la graisse. Je veux un truc qui est un peu gras, qui va être assez important. Donc ça donne que ça, c'est un truc assez rouf. Alors les clients, je peux vous dire, quand vous leur envoyez ça, ils se disent oh putain, ça va être comme ça dans ma couverture finale. Donc là, il faut les mots pour leur dire non, non, ça sera pas comme ça du tout à la fin, hein. C'est juste une idée. Donc à partir de là, bah, je suis allé très très vite. J'ai pensé mes typos en m'inspirant forcément de chair de poule qui était ma référence principale. Je me suis dit, je vais pas essayer de faire du chair de poule, donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter les codes de chair de poule. Oui. Il y a Oma qui demande y a-t-il une règle pour la graisse des mots de liaison, le et, le un. Genre, est-ce qu'ils ont tous la même taille que ceux en plus petit, en grand, les petits que les grands. Tu vois, par exemple, tu as un the. Ouais. Est-ce qu'il y a une règle, est-ce que tu suis une règle différente pour ce genre de petits mots? Est-ce que tu les graisses différemment que les grandes lettres? Non, je pense que ça dépend comment tu l'emmènes. Je montrerai un exemple tout à l'heure dans la construction. J'ai justement eu ce problème, cette problématique-là. Je pense que ça dépend de l'importance que tu veux lui apporter. C'est vrai que un The Sky Pirate, c'est pas hyper important. Mais j'en ai pas discuté avec ma cliente, donc j'ai pas fait trop de folie. Je pense que c'est quelque chose, il faut en discuter. C'est plus une question de hiérarchie qu'un problème visuel. La hiérarchie, c'est l'art de donner de l'importance à certains éléments dans ton logo et dans ton texte. Donc Annabelle Pickering ici, c'est très important. And, c'est moins important. The Sky Pirate, je trouve ça important. Voilà. Le The Fantastical Contraption, là j'ai pris la liberté de dire le The est moins important, mais j'avais besoin d'une liaison, donc voilà. Tu as une première lettrine, par exemple le A en lettrine, le P en lettrine, c'est pas du tout, c'est pas important techniquement. Enfin, le nom de la gamine c'est Annabelle Pickering, mais c'est vrai que mettre une lettrine pose vraiment le mot. Ça veut dire que tu dis Annabelle Pickering, tu vois, c'est un peu comme un mec qui t'annonce en entrant dans une salle, tu vois. Maintenant, non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. Le tout, c'est de ne jamais surprendre le client. C'est ça qui importe. Donc Krypton. Oui, ce que je disais, c'est que je vais vous montrer à quoi ressemble Chair de Poule. Le poule logo, rapidement. Ah, Goosebump, tiens. C'est Goosebump en anglais. Je vais le copier. Donc vous voyez, Goosebump, la particularité de Goosebump, c'est qu'elle a également des irrégularités. Ça veut dire qu'elle a des lettres un petit peu tremblantes, un peu dans tous les sens. Et il y a surtout cette mollesse, c'est un peu pâteau, c'est un peu mou, quoi. Parce qu'il y a des ronds dans tous les sens. Donc moi, j'ai essayé d'aller totalement à l'inverse. Je me suis dit, j'ai besoin d'une typographie caractérielle et je veux surtout pas qu'on la confonde avec Goosebump. Donc j'ai fait tout le contraire. J'ai mis que des choses un peu dures dedans. Donc on a beaucoup de dents, finalement, dans mon truc. Pour moi, la dent, c'est quelque chose qui est en rapport plutôt avec la peur. Goosebump est plutôt dans l'immonde plus que dans la peur, justement. C'est ça qui est assez rigolo. Le contraste est assez fort. Scott Charles, lui, est vraiment dans la peur, hein. Très clairement, c'est assez viscéral quand il écrit. Donc on a
des yeux, il y a aussi des références visuelles. Je veux que les gens y retrouvent les idées du cauchemar. On a donc des yeux un peu pointus pour des monstres, on a des dents, on a des os qui apparaissent par-ci par-là, on a le petit visage iconique qui est au centre. Scott l'aime tellement qu'il l'utilise comme favicon sur son site internet. Parce que c'est un petit bonhomme qui hurle et le O est assez central dans le texte. Et on a la petite truc de pendu, c'est une petite référence là. Donc là, on est dans le pur logo illustré. Ça veut dire qu'il est créé de nulle part, il n'y a pas de lettre qui existe de ça, j'ai tout créé en pensant que au visuel, que au code que j'avais derrière. Tous ces codes-là, je les ai expliqués à Scott quand je lui ai vendu le logo, hein. C'était assez important. Ensuite, en termes de hiérarchie, si on regarde de loin, bah, on a un gros C, on sent vraiment que la lettre elle fait comme ça en fait. Je vais vous faire un petit schéma. Donc là, ça fait un peu avec Zéo, vous allez voir que ça fait un peu ça. Ça fait des dents en fait, parce qu'on retrouve ce côté un peu bordélique. Je voulais qu'il y ait des lettres qui soient plus grosses que d'autres, parce que j'avais besoin de créer du rythme dans ce lettrage. J'avais envie que les gens, quand ils le voient, ils disent oh putain, ça raconte des trucs qui se tillent, qui sont vivants quoi. Qu'on a l'impression de courir un peu dans tous les sens quand on voit le logo. Donc voilà le final. Donc le final a été vectorisé. Je vous montrerai, ça va être difficile de vous le montrer, mais sur le step que j'ai dessiné, ben, vous allez voir à quoi ça ressemble mes vecteurs. Oui. Il y a Gotham qui comprend pas vraiment, qui court dans tous les sens. Qu'est-ce que tu Alors, veux dire par là? qui court dans tous les sens, c'est plus une image que tu peux avoir en tête. Tu peux te dire que le personnage, il va avoir des hauts et des bas dans son histoire. Il va avoir par exemple, le E, ici. T'as un peu l'impression qu'il sautille, tu vois. Il saute parce que soudainement, t'as un petit R, un petit E, et au centre, t'as un grand E. Tu vois, c'est très soudain, finalement, en termes de construction. Si je te fais un dessin un peu plus précis au niveau du rythme, tu as un truc qui fait comme ça. D'un coup comme ça, il redescend, il remonte, il fait une petite courbe. Le haut est complètement noyé, hein, il faut vraiment qu'il soit caché entre le T et les W. Là, ça remonte gentiment et ça tombe. Même la chute à la fin du N est importante parce qu'elle équilibre aussi mon logo. Donc tu vois, en termes de schéma, il y a comme une petite histoire qui se passe au niveau des têtes des lettres, qui je trouve assez rigolo. Pareil, tu as des jeux de hauteur qui sont un peu étranges ici, là, qui sont volontaires, hein. Tout ça, j'ai essayé d'y faire attention. À nouveau, c'est pas des règles de typographie. J'étais plutôt dans la construction illustrée. Ça veut dire que je fais attention à ma composition. J'ai beaucoup dézoomé. Un truc qu'on vous expliquera. Peut-être je vais prendre le vrai. J'ai beaucoup dézoomé pour tout contrôler. Déjà pour contrôler ma lisibilité, vous voyez, quand je suis comme ça, il faut absolument qu'on lise relativement bien le logo. C'est très petit ça, faut savoir, hein. Pour un lettrage, c'est compliqué. Et le dernier, ça serait donc ça c'est une déclinaison que j'ai eue. Donc il va y avoir une déclinaison pour chaque livre. Donc il me fallait un code graphique pour chaque livre. Donc j'ai des éléments aussi, des brisures à l'intérieur. Tous les éléments qui sont bleus ici sont moins importants que les éléments qui sont clairs. Si je retire le bleu qui est là, on pourra quand même lire les lettres. On lira le C, le R, etc. Mais c'est vrai qu'on perdra certaines informations qui sont moins importantes. Donc ça c'est vraiment le logo de Krypton qui est rigolo. Donc là je vais vous parler de Mooneye. Mooneye, alors là, c'était assez intéressant comme création parce que Mickaël, quand il est venu me voir, il m'a dit j'ai déjà un logo, je veux juste l'améliorer. Et en fait, moi, le problème que j'avais, c'est que son logo, je le trouvais rigolo. Le problème, c'est qu'il me faisait. Moi, quand je le voyais, je pensais complètement à autre chose. On peut jouer à un jeu. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous pensez quand vous voyez ce logo? Là, c'est quoi votre première idée? Si vous aviez un ou deux mots-clés maximum à me donner. Très rigolo. Monstre rigolo, soupe, Ok. Moi j'aurais plutôt dit Tim Burton, dark, ouais. J'aime ouais, bien. maison hantée, Ouais. spaghetti. Vomi. Ok, c'est pas mal. Fantôme, ok. Eh ben moi, quand j'ai vu ce logo, la seule chose que j'avais en tête, c'était disco. J'étais incapable de me sortir l'idée du disco en voyant ce logo. C'était impossible pour moi. Et à partir du moment où je l'avais vu, je voyais que ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces volutes un peu dingues, il y avait cette espèce de forme hyper molle qui va dans tous les sens. C'était terrible pour moi, mais j'aimais bien l'état d'esprit. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer ma planche de recherche pour le logo. Il m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais du mal à me décrocher de la référence de mon client et j'avais beaucoup de difficultés à y imposer mes idées.
Donc ça a fait un peu ça. Donc j'ai beaucoup pensé un peu en vrac. Alors j'ai pas vraiment de truc. La première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était la silhouette. Donc vous voyez que c'est ça que j'ai fait en premier ici là. Hop. Je me suis dit, moi j'aimerais un logo qui soit dans cette forme. Donc, vous remarquez que c'est assez symétrique. La symétrie, c'est un truc assez gagnant en logo. Vous verrez que dans l'exemple que je vous montrerai avec Graham, ça va être très important. Donc j'avais cette forme et je me suis dit, allez, je vais commencer à travailler dessus. Donc il y a eu plein de versions. Il y a eu des lettrages à base un peu plus organiques, dessinés à la main, comme ici, qui là pour le coup me faisait vraiment penser, à Burton. Et j'aimais bien ce côté un petit peu racine. Donc des dents, j'ai essayé des trucs un petit peu plus peints avec des brosses un peu plus plates, d'autres un peu plus arrondies. Et vous voyez, à chaque fois, je m'écris des mots-clés, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc lourd, moderne, street, ça marche pas. Up Against Moonlight, là, il me manquait quelque chose trop moderne. Là, j'ai commencé à avoir quelque chose qui me plaisait. Ici, avec des dents, je commençais à avoir une construction qui m'intéressait. Et vous remarquerez qu'à côté, j'ai toujours ces micro machins à gauche. Ils sont importants pour moi parce qu'ils m'aident à vérifier que mon logo est lisible. Est-ce que la silhouette est iconique quand il est en tout petit? Est-ce qu'on arrive à identifier les lettres? Généralement, vous allez vous rendre compte que quand vos lettres sont trop proches, eh ben, vous allez avoir des problèmes de lisibilité quand vous allez réduire la taille de votre logo. Donc il faut y faire attention même quand vous dessinez en gros. Donc il faut trouver un compromis entre des lettres trop proches et une ambiance ou des lettres trop éloignées et un problème de lisibilité en gros. Donc ça va se construire, là je vais vraiment commencer à chiader, j'ai commencé à me demander est-ce que je garde ces dents, est-ce que je les retire. Donc j'ai essayé de retirer toutes les fioritures, je vais même essayer parfois des déclinaisons un peu tordues pour essayer de nouvelles approches, toujours en réduisant, pour à la fin arriver sur un truc relativement équilibré. Le Up Against Moonlight, c'est le croquis que j'ai envoyé à mon client et c'est vrai que la seule chose qu'il m'a dit c'est oh putain, tu t'es quand même sacrément éloigné de mon logo original. Je lui ai dit oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et il m'a écouté, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il y a eu pas mal de passages. C'est pareil, c'est un logo qui est passé en vectoriel. Donc vous voyez, si on, je vais récupérer ici la dernière mouture et on va pouvoir comparer. Donc mes logos, je les construis tous à la main avant de les vectoriser. Et je passe beaucoup de temps à les construire à la main. Non, je passe pas par le papier parce que je le fais en numérique en fait, Zéo. Donc vous voyez, si on passe l'un par-dessus l'autre, il y a eu de sacrés changements depuis. Parce que j'ai eu besoin d'autres itérations. Donc j'ai fini par construire quelque chose. Donc là, vous voyez la version en couleur. Je suis pas hyper convaincu par les couleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retrouver les couleurs de l'arrière-plan et j'essaie de créer de la hiérarchie. Je voulais que Moon Eye soit très lisible. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu moins mon idée de base, qui était de mettre ça là-dedans, parce que ça, c'était que l'idée de base. Il y avait des dents qui me plaisaient pas. Donc on retrouve ces courbes un petit peu burtoniennes, on retrouve le côté un peu tentaculaire qu'il y avait dans le logo original du client, on retrouve les deux yeux que j'avais perdus à un moment et que j'ai réussi à retrouver. Et j'ai essayé de mettre des références au monstre principal de l'histoire qui est composé de petites plantes, enfin de fleurs en fait. Le logo Michelost, enfin le nom de l'auteur Michelost, je l'ai pas dessiné moi-même, hein. J'ai pris une typographie existante. Donc j'avais besoin là aussi d'une typographie qui utilise des courbes et des duretés. Donc c'est un peu ce qu'on a ici. Ça c'est un final. Ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit exo. Je vais juste vous donner 10 minutes max dessus pour juste s'échauffer et essayer de réfléchir au contexte et à comment vous allez intégrer le mot que je vais vous proposer dans ce contexte. Donc vous pouvez le faire sur papier si vous voulez. Vous pouvez le faire sur l'ordinateur. Je vous conseille forcément de le faire sur une page vierge et vous prenez des pinceaux, n'importe quel type de pinceau. Dessinez assez gros, faites pas forcément de croquis. En gros, on fait une redite de l'exercice qu'on avait fait il y a 2 semaines. Donc le mot que je vous propose d'illustrer est le suivant. Donc vous allez m'illustrer le mot star en majuscule ou en minuscule. Ça dépendra de votre choix. À nouveau, il faudra, si vous faites un logo, vous devez penser à ce choix. Et vous allez me l'intégrer dans deux ambiances différentes. D'accord? Donc, la première ambiance où vous allez écrire star, ça va être une ambiance coquette et coquette, féminine
pour les 8 ans et plus. Deuxième référence que vous allez me faire. Donc, donnez-vous gros max 5 minutes par typo. Donc, le deuxième, ça va être, vous allez me faire le même mot, donc star, adapté en dark emo féminin et pour les 8 ans et plus. Voilà, donc star coquette féminin pour les 8 ans et plus, star, voilà, star adapté en dark emo féminin pour les 8 ans et plus. Donc 8 ans et plus, c'est parce que ça va vous permettre d'avoir des lettrages un peu plus foufou, hein. C'est pour ça que je vous propose ça. Donc là, il est 50. À 22 heures, on se retrouve. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Ah oui, toi, ok, toi Gotank, t'as décidé de faire des typos qui montent et des typos qui descendent. Alors oui, effectivement, les typos qui montent, ça donne un côté positif et joyeux. Dynamique aussi, les typos qui descendent apportent plutôt un contexte négatif, la chute. Parce qu'on regarde, en France en tout cas, on lit de gauche à droite. Donc on lit comme une histoire. Si on commence haut et qu'on finit en bas, on a l'impression de tomber. Alors que si on commence bas et qu'on finit en haut, on a l'impression de monter. Voilà, c'est lié au sens de lecture. Au Japon, je suis certain qu'ils le voient différemment. Donc le premier, moi j'aime bien, j'aime beaucoup ton étoile là qui est un peu grassouillette, je la trouve plutôt rigolote. Euh, Elle a des rondeurs, les rondeurs c'est un truc qui est relativement féminin. L'enfance, si vous voulez dessiner de l'enfance, c'est plutôt des typographies simples, vraiment simples. Il faut des formes assez, justement des formes simples, donc on va être sur des lettres qui sont assez reconnaissables, pas trop de trucs compliqués avec des mélanges de droites et de courbes. Il faut réussir à être plus dans l'exagération quand on parle aux enfants et un petit côté un peu doudou.
Alors plus c'est jeune, plus ils ont tendance à être simples et doudous, justement. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quand même prendre les gens un peu pour des imbéciles. Bon, c'est un courant de pensée, je dirais plutôt. On essaie aujourd'hui d'être très efficace, donc on a tendance à être synthétique, et plus le public va être jeune, et plus on va être synthétique. Donc la première fonctionne plutôt bien. Attention par contre, parce que l'amalgame entre un symbole de l'étoile et une lettre, c'est difficile à comprendre parfois, et ça fera référence à ce qu'avait dit Zéwo la dernière fois. Il va peut-être te manquer un code graphique qui fait qu'on va reconnaître que c'est un A. Donc il faut faire attention, je pense à ça. Donc ici, je sais pas, j'aurais pas la solution, mais imaginons que tu rajoutes un gros trou ici et que tu exagères un petit peu plus ici, peut-être qu'on verra un petit peu mieux le A. Donc il faut voir un contexte. Le regard, lui, en fait, le cerveau, il a la capacité extraordinaire d'interpréter ce qu'il voit. Il n'est pas obligé de lire parfaitement le mot, de lire chaque lettre, parce qu'en fait, le mot star, il le connaît déjà. S'il le connaît déjà, il va savoir le lire. Donc même s'il y a des choses qui sont un peu cachées ou qui sont pas très bien dessinées, bah, ça se trouve c'est pas forcément hyper grave. Donc faut savoir jouer avec ça. Moi je trouve ça dangereux pour un public jeunesse, très dangereux. J'aurais plutôt eu tendance à exagérer plutôt la silhouette du A, donc peut-être avoir un A un peu rigolo comme ça éventuellement. Tu vois, tu essaies de retrouver la silhouette de ton A. Et éventuellement, tu lui mets des petites dents comme ça, mais il faut vraiment pas que ce soit dominant dans le design. Ici, tu as des petites ailettes. En fait, la forme de l'étoile a pris le pas sur la forme de ton A, et ça pose un souci au niveau de la compréhension, à mon avis. Donc, il faut y faire très attention. Le star qui est à droite, moi, je le trouve plus girly. Il est trop masculin, parce qu'il a trop de droite, il a trop de carrés dedans. Donc, faire attention à ça. Et je pense que ça serait même intéressant, bah, si tu es face à un logo, je pense que toi, Gothang, tu connais, vu que tu es graphiste, tu sais que dans un logo, on n'a pas le droit de le tourner. Donc si tu es dans une déclinaison, assume ton sens. C'est pas grave si ton star, même s'il est pour les MO, ils ont le droit d'être aussi des gens dynamiques et heureux, hein. Enfin, je sais pas si c'est compatible avec le terme émo, mais moi j'associe plutôt le émo à une esthétique plus qu'à un état d'esprit, personnellement. Donc garder le même état d'esprit mais avec des formes plus dures, je pense, un peu plus anguleuses, plus dentées. Là le problème c'est que tu as mis de côté le côté girly pour partir dans les mots. T'as perdu quelque chose en chemin. Donc faire attention à ça. Alors exemple suivant, je sais plus qui c'est celui-là. C'est Thomas, non? Ah mais non c'est toi Zéo, je suis bête. Donc Zéo, bah tu viens du graphe. Tu viens du graphe. Alors effectivement on retrouve les codes de l'enfance, on a les formes simples. T'as rajouté les petits papillons. Euh, Ouais, pour un logo, je suis pas sûr que ce soit très lisible les petits papillons. Et j'ai peur que le papillon, plus que girly, ce soit presque infantilisant. On est plus sur du 8+. Savoir que les enfants détestent qu'on les prenne de haut. Quand vous parlez à un enfant de 8 ans, il faut lui parler comme un enfant de 12 ans, voire plus. J'adore ça. Si vous parlez à un enfant de 8 ans que vous le prenez pour un gamin de 3 ans, et c'est plutôt le code graphique que je retrouve avec ces mobiles, finalement, moi ça me fait penser aux mobiles quand je vois ces petits papillons. J'ai peur qu'ils voient ça de manière un peu infantilisante. La typo en elle-même, elle marche plutôt bien. Après, il y a des codes, voilà, il y a des codes du graffiti qui remontent un petit peu, avec les juxtapositions de lettres, avec les jeux de rythme. Ça, je trouve ça génial, hein. C'est quelque chose que j'adore faire aussi. Et ça se verra dans mon croquis. C'est vraiment avoir des exagérations à certains endroits. Je trouve ça hyper drôle pour créer de la forme, pour créer du rythme et contrôler le sens. Voilà, peut-être le S, tu vois, ici, moi, je sais pas, est-ce que il n'y avait pas un autre code à trouver? Là, j'aurais pas la solution, honnêtement. Mais je la trouve personnellement pas hyper girly. Alors peut-être qu'il lui manque des courbes, tu vois, t'as peut-être moyen d'apporter un petit peu de poésie en la ajoutant peut-être dans un système de drapeau ou je sais pas, il y a sûrement un mélange de codes à faire qui peut être sympa et qui peut reporter un petit peu de poésie là-dedans. Je trouve qu'elle manque un petit peu de poésie la première. Là, si je fais une grosse silhouette autour de ton lettrage, moi je vois un gros carré. Et c'est vrai que le gros carré, c'est pas hyper girly, quoi. Le deuxième, on est sur du rythme. C'est vrai qu'il est plus, moi je le trouve vif plus qu'agressif.
le second. Parce qu'il a ces grandes courbes qui font vraiment comme des signatures, comme ça, comme des S. Voilà, je trouve ça assez vif. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de. Là pour le coup, il manque du MO et du dark. Donc il y a peut-être un coup à jouer en ayant des formes. Putain, je vais baisser le lissage là parce qu'il est infernal. Peut-être avoir des trucs comme ça. Je sais pas, tu vois, ce genre de courbe, ça peut être sympa, je pense. Et retrouver comme ça ces gros trucs. Là, je pense qu'on va retrouver du truc un peu plus dark. Parce que tu vas remettre de la dent dans ton design. Là, les dents, je trouve que tu les mets beaucoup sur le bout de tes lettres. C'est sur le coin en haut à gauche. Sur le pied. Sur la fin des T, tu vois. Mais jamais à l'intérieur. Donc ça peut être sympa, je pense, d'y retrouver. Alors, la suivante. Ici, on a. Ah oui, SAR. SAR. Là, c'est bien, on retrouve des codes un peu mous, donc qui sont plutôt enfantins. On a de la rondeur. Moi, j'aime bien celle-là parce que j'aime beaucoup comment elle explose en fait. J'ai vraiment l'impression qu'elle brille. Je trouve ça plutôt rigolo. Est-ce que ça viendrait pas de ces trucs-là, là, cette espèce de d'arc de cercle, comme ça, qui poussent les uns sur les autres? Et ça me fait beaucoup penser au mot écho qu'avait écrit, je sais plus qui, il y a 2 semaines là. Je trouve ça plutôt sympa et je trouve que c'est plutôt vivant. Maintenant, je la trouve pas hyper girly. Voilà, il manque quelque chose. Il manque de la fioriture, il manque. Ce que je disais la dernière fois, avec le côté un peu exubérant qu'on peut avoir quand on est une petite fille extravertie, c'est qu'on va tendance à prendre de la place comme ça. On va mettre des courbes, on va mettre des spirales et on va essayer d'en foutre des caisses en fait. On en met vraiment des caisses. Le star en bas, je le trouve très rigolo. Là, pour le coup, je il a des dents qui sont sympas. Le A, je le trouve très bien en termes de rythme. Après, bon, en termes de construction, t'as des lettres qui sont trop collées là. Le T, il est absolument illisible. Il faut pas faire ça. Il faut vraiment essayer de garder des écarts. Par exemple, ton star là, si je ferme la silhouette ici et que je garde que la silhouette extérieure, j'ai peur que le T à nouveau, on le perde un petit peu parce qu'il est trop collé au S. Pareil, le R est trop collé au A et on va le perdre. Dès qu'on va le placer en toute petite dimension, ce sera illisible. Donc faire attention à ça. Euh, on perd encore un petit peu du girly. Il manque quelque chose, tu vois. Si ça se trouve, tout va rentrer dans l'arabesque et la courbe, hein. C'est peut-être ça. Ah non, bon, j'ai pas la solution extrême. Ah, alors, je sais plus qui l'a fait celui-là non plus. Sarah Granda. Sarah Granda. Alors pour le premier, ouais, tu commences à trouver des petites paillettes. T'as commencé à foutre les petites étoiles et tu vas voir que moi aussi j'en ai mis. Et je trouve que c'est un code que je trouve très drôle dans les trucs girly. Je trouve ça génial. Une petite étoile, alors ces petits éléments graphiques, c'est pas de la typo, mais s'ils sont bien intégrés, bien placés au bon endroit et de la bonne dimension, ça peut vraiment être un élément de décoration qui peut être intégré dans un logo. Il faut qu'il ait du sens par contre, il faut qu'il soit intéressant. Voilà. Je pense que les petites fleurs, euh, je trouve l'idée bonne. Je la trouve un petit peu maladroite, le fait que tu les cales un petit peu où tu peux, tu vois, on sent que tu les mets un peu juste au bout des lettres. Il y a peut-être moyen d'aller plus loin que ça. Peut-être carrément intégrer. T'en fais des caisses, tu vois, tu mets carrément des fleurs dans les lettres, dans la silhouette. Le A, au lieu de dessiner ton D comme ça, bah tu fais. Enfin, ton R, tu le fais comme ça. Hop. Et puis tu mets une petite fleur à l'intérieur, tu vois. C'est hyper cliché, hein. Mais bon, on s'en fout, on a le droit ce soir. Tu vois, là on a de la fleur hyper girly, quoi. Après, c'est pas le seul code graphique sur lequel il faut travailler parce que ça serait trop facile. C'est tout un ensemble forcément qu'il faut travailler. Mais je trouve rigolo. T'as peut-être des finesses qui, je trouve, sont trop subtiles et peut-être pas adaptées et ça rend. euh, Par exemple, ces ombrages ici, t'as une ligne très fine à gauche et très sombre à droite. Les ombrages, ça a tendance à apporter une connotation qui fait référence au clair-obscur, et le clair-obscur est plutôt une thématique qui est liée au fantastique, une esthétique liée au fantastique. C'est l'ombre en fait, c'est l'apport de l'ombre dans l'histoire. Donc il faut faire attention à ça. Moi je ne mettrai pas d'ombre sur un truc pour enfants, ou en tout cas je les mettrai pas comme ça.
Ça serait un jeu risqué, à mon avis. Pour le deuxième, il est trop strict. Je pense que tu as complètement perdu déjà l'esprit du premier logo, parce que tu avais quand même des finesses et je trouve ça important de les garder sur le deuxième. Finalement, tu as gardé juste la mise en place des lettres. Le S est là, le T est là, le A est là, le R est là. Ils ont à peu près la même hauteur, ok. Ça, on est d'accord, c'est la même chose. Mais tu as déplacé l'ombre. T'as... Là, pour le coup, dans cette version Emo, l'ombre serait intéressante. Mais si tu mets une ombre, joue-y jusqu'au bout, quoi. Il faut vraiment que ce soit un vrai clair-obscur, hein. Peut-être un truc, on va faire comme ça. Je vais le faire sur notre calque parce que je le dessine en noir. Quand tu fais Vraiment, si tu fais un truc, assume-le jusqu'au bout et fais un truc en volume, comme ça, là. Et t'assumes clairement que c'est une ombre, hein. Tu te dis, ok, c'est l'objet. L'objet, il a du volume. Alors, forcément, hein, je dis, hein, si tu le fais là, il va falloir le faire sur l'autre aussi, hein, c'est une obligation. Et tu vois, il faut retrouver du volume. Et l'ombre va peut-être apporter une connotation particulière. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ok, donc là, on a plus le girly, on a trop du street. C'est trop street. Sur la deuxième, c'est trop street et je pense que tu as perdu aussi le premier logo. Celle-là, voilà. C'est qui ça? C'est qui? C'est Pistachette. Oui, c'est Pistachette. Alors là, effectivement, on retrouve du girly, on retrouve du darkos. Donc moi, je me retrouve assez bien là-dedans. Euh, j'aime, j'aime bien parce que tu as plusieurs itérations qui ont des codes différents. Et pourtant, on retrouve un petit peu des deux. Donc tu as choisi de faire des lettres qui sont associées. Donc le T est lié au A, le A est joint avec le R, effectivement. On retrouve ces courdes, on a des grosses rondeurs avec des arabesques, je trouve ça génial. Celle-là, je la trouve rigolote parce qu'elle me fait penser un petit peu à les, les, euh, les Sailor Moon et tout ça. Elle a un petit côté un peu spatial, je trouve, avec cette espèce d'antenne là. Et cette espèce de petite étoile comme ça qui va s'envoler. Ici, je verrais carrément une étoile, moi. Je trouve ça plutôt rigolo. Donc là, effectivement, il y a un truc vraiment sympa qui est en train de se passer. J'aime beaucoup ce qui se passe sur ces deux-là. La première est plus sage, hein, beaucoup plus sage. Celle-là commence à avoir un peu plus de folie, mais elle commence à avoir des nouvelles connotations dessus. Donc, faut voir. Je pense elle mériterait d'être poussée plus loin, forcément, si t'es face à un vrai logo. Là, on est sur un premier jet. En logo, les premiers jets, c'est pas bon. C'est vraiment pas des bonnes idées. On va dire qu'un premier jet, c'est une idée. Et il faut vraiment aller plus loin, comme j'ai fait tout à l'heure sur le logo de Up Again Moonai. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus d'itérations parce que la première idée, c'est pas forcément la plus mauvaise, mais c'est la plus attendue. Elle est pas surprenante et elle est surtout pas du tout équilibrée, hein. Faut pas s'y arrêter. Euh, Celle-là, j'aime pas trop. Je la trouve pas très lisible et puis je sais pas, je trouve elle me rappelle rien. Celle-là, je l'aime bien. Elle me fait peut-être un peu masculine parce qu'elle est intégrée dans un gros carré. Mais je trouve qu'elle a des cols plutôt sympas avec cette grosse dureté. Mais ouais, un peu trop masculine, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein. Maintenant, chacun a un peu son interprétation. Et là, pour le coup, tu vois, Gotang, tout à l'heure, quand on disait ton A en forme d'étoile, bah là, ici, on arrive à le lire. Pourquoi? Parce qu'on lit bien le S, le T et le R, et on retrouve ce creux au centre. Donc finalement, le cerveau, il fait un joint, il dit, ok, la barre qui est en bas, c'est sûrement un A, donc c'est un A. Ah oui, c'est des cils. Alors moi, je vois pas des cils pistachette, je vois juste des pics. C'est pas négatif, c'est juste pas forcément ce que tu recherches. Je pense que les cils, c'est plutôt des trucs comme ça. Voilà. Hop là. Faut essayer de retrouver, à continuer la courbe du S, à mon avis. C'est ça qui va tout faire. Ok, je vais m'arrêter là sur les exemples pour pas passer 3 ans à faire des retours, parce que j'avais promis 1 heure et demie et on arrive à 1 heure et demie. Donc je vais vous montrer l'exemple de Graham, qui était donc je disais très difficile. Donc je vous rappelle les références, c'était ça. Et je vais vous montrer sur Illustrator comment j'en suis arrivé à créer ma propre typo. Là pour le coup j'ai vraiment tout créé. Alors pour l'information, ma principale inspiration pour créer ma typographie, c'est celle qui est en bas à droite, Victorian, ici, euh, qui est donc une typographie victorienne. C'est une typographie qui est assez lisible, qui est tout en majuscule.
Elle a des écarts assez harmonieux, on va dire. Elle se lit bien de loin. Parce que depuis en fait que j'ai fait tous ces logos, on m'a appris une règle qui est pourtant évidente et c'est vrai qu'elle m'avait un petit peu échappé. Euh, les logos qu'on crée aujourd'hui, en fait toutes les couvertures et les visuels qu'on crée aujourd'hui, là aujourd'hui en période de Covid, il y a une règle qui est super importante. Votre visuel, il faut qu'il soit lisible à moins dans un format de moins de 3 cm de haut ou de large. Ça pose un problème énorme en termes de lisibilité. C'est-à-dire que votre illustration, il va falloir qu'elle soit efficace en tout petit, vraiment tout petit. Et il va falloir aussi que votre lettrage aussi, il soit lisible en tout petit. Alors, je dis pas qu'à 3 cm, les gens ils vont pouvoir lire. Moi, à 3 cm, ce que j'appelle un bon logo, c'est un logo qu'on identifie. Ça veut dire qu'il va avoir des formes qui sont suffisamment intéressantes, une vraie silhouette, un truc. Il y a un truc qui va ressortir en fait que les gens vont reconnaître, ils vont dire ah oui je connais ce truc. Et bien à 3 cm va falloir être capable de l'identifier. Donc je vais passer sur Illustrator. Donc je vous rappelle, hein, l'aspiration c'est celle-là en bas à droite dans le fond noir. Donc ça je vais le cacher pour l'instant, si j'y arrive. Donc ça c'était le premier croquis que j'ai fait en m'inspirant de ces différentes typos. Je vous explique le pitch de mon client. Mon client, lui, ce qu'il avait, c'était en tête un univers victorien, très clairement. Il fallait du victorien, quelque chose qui fait référence au victorien. Donc forcément, j'ai pris une typo victorienne, c'était obligatoire. Et dessus, il m'a parlé vite fait qu'il y avait un rapport rapido. Non, je crois même que j'avais que victorien. Il y avait un petit côté un peu fantastique, retour dans le temps dans son histoire. Et c'est à peu près tout ce que j'avais dans mon pitch. Donc je me suis dit, ok, j'ai suffisamment d'informations pour travailler. Visiblement, son histoire ne parle pas d'autre chose. Donc je vais créer un premier jet de typo. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout le logo parce que le livre, on ne peut pas le présenter maintenant. Donc, je crois qu'il sort qu'en fin d'année, si tout se passe bien. Donc, je vais juste vous montrer le travail sur le sous-titre qui en lui-même ne donne aucune information. Donc voilà, The Star of Nimrod. Donc, dans le pitch, forcément, il m'avait pas dit faut que le The et le Off soient plus petits que le reste. C'est moi qui l'ai décidé. Vous allez remarquer aussi qu'en termes d'équilibre, c'est très déséquilibré. Ça veut dire que si je mets mon logo dans une forme, je vais essayer de le faire sur Illustrator, ça va être un peu pénible, mais je vais essayer. Voilà. Ah bah ça marche, super. Pour une fois dans ma vie que ça fonctionne cet outil. Donc vous voyez qu'il y a une forme comme ça qui fait une sorte de bandeau qui est un peu évasé en bas et assez droit en haut et qui est censé être symétrique. Le problème c'est que le The n'étant pas aligné avec le reste des lettres dans les mêmes dimensions, bah, j'ai un creux en bas à gauche qui va déséquilibrer ma typo. Alors quand on dit qu'une typographie est déséquilibrée, ce que ça veut dire c'est que elle va avoir des formes qui vont être un peu lourdes sur la droite, ça veut dire des grosses formes un peu épaisses en majuscules, alors qu'à gauche, il va y avoir des formes plus fines, plus petites, peut-être un mot plus court. Star, c'est un mot très court, 4 lettres contre 6, c'est très court. Donc il y a un vrai déséquilibre qui s'est créé. Donc ça, essayer d'en faire abstraction, c'est parce que bah, vous voyez que une toute petite partie du logo et sûrement pas l'intégralité. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous parler de ça aujourd'hui. Donc là, on a Star Omnibrod. Ce que je vais expliquer à mon client, c'est que je vais montrer mes références. Je lui ai dit, je pense faire des typos comme ça. Je veux des verticalités, je veux créer du rythme, je veux créer du rythme parce que dans le visuel, il y a un bâtiment qui a des grandes voûtes, des grands arcs boutés, donc j'avais envie de retrouver un peu cette idée. Et moi, ce que j'ai remarqué dans mes références, donc je retourne sur Photoshop, c'est que dans cette ambiance, ils ont tendance à jouer beaucoup des courbes, parce que c'est l'époque qui veut ça. On joue des courbes, c'est l'art nouveau, on est à peu près dans cette époque-là. Donc on joue avec des courbes, on crée du rythme visuel comme ça, ce qui va rendre l'image un petit peu plus iconique. Et je vais utiliser des typos à sérif, donc avec des pieds, pour rappeler que c'est un truc un petit peu vieillot. Et un petit peu noble surtout. Donc ça a évolué comme ça. Donc la deuxième étape. Ouf, je suis vachement avancé là. Première, deuxième.
Là, il y a eu un remaniement entre-temps. J'ai reconstruit le logo. Donc il me l'a validé, ok. J'ai fait une première maquette, donc ça c'est le Rush qui vient de Photoshop, c'est un JPEG. Vous remarquerez que j'ai commencé à faire des jeux de construction autour. Donc là c'est en vectoriel. Donc j'ai mis des ronds, des carrés. On remarquera que ce sont les ronds qui vont m'aider à construire plus tard. Donc j'ai rajouté une nouvelle courbe sur le haut parce que j'en avais besoin pour équilibrer un petit peu mieux. La typographie commence à faire beaucoup plus référence. Donc là, tout est vraiment construit. J'ai fait très attention. J'ai dû passer au moins 2 heures à juste dessiner ce croquis. Ça, c'est qu'un croquis, hein. C'est pas du tout un dessin final. D'ailleurs, quand on dézoome, on se rend compte qu'il y a des énormes problèmes de hiérarchie. Oh, vous avez vu, je couperai ça à la vidéo. Euh, je vais masquer les repères pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez que quand on dézoome, on sent qu'il y a des gros problèmes d'équilibrage, le haut il est pas bien, et des épaisseurs qui sont complètement pétées, il y a des choses qui sont trop proches. La typo n'est pas prête en fait. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de plus de travail derrière. Mais voilà, mon client il me l'a validé, il a dit ok, c'est bon. C'est pas repère commenté qu'il me faut, c'est repère afficher les repères. Donc je suis parti là-dessus. Et en fait le problème que j'ai eu c'est qu'entre temps j'ai réfléchi, je me suis dit putain mais j'ai un bâtiment qui a un visuel qui est hyper fort et je ne joue pas avec, alors que c'est quand même un élément qui est central dans l'histoire. Et je me suis dit, putain, c'est trop con de rester uniquement sur le côté Art Nouveau et c'est tout. En fait, vous voyez, j'ai commencé à essayer de rajouter du sens dans mon logo. Ah putain, et je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Et en fait, le problème qui s'est posé, c'est que j'ai créé cette typo qui est là. Et là, pour le coup, je l'ai poussée très loin. C'est pareil, c'est encore que du Photoshop. Elle n'est pas équilibrée à nouveau. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Mais là, ce que j'ai expliqué à mon client, c'est que je lui ai dit, j'ai plutôt essayé de faire une typographie qui faisait référence en fait au visuel, plus qu'à une historique. Maintenant, c'est une typographie qui fait référence à un truc existant, hein. On reste dans des codes peut-être un petit peu plus steampunk. J'avais vraiment besoin de retrouver des duretés et des rondeurs comme sur le bâtiment, et le bâtiment ressemble un petit peu à ça. Donc ça donnait un truc comme ça. Et c'est là qu'en fait, on a vraiment pris le temps de discuter ensemble parce que mon client, ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il m'a dit en fait, il y a un apport qui est hyper important avec la nature dans mon histoire. Il y a une histoire avec des faits, enfin un truc rocambolesque comme ça qui donne un objet au héros. Et ben ça, je le savais pas. Je l'aurais su au début, je me serais adapté, j'aurais créé une typographie qui intégrait ce côté un peu naturel dans le logo. Donc ça a tout pété. Il m'a dit, bah forcément, il m'a dit, bah, ça marche pas. Lui, ce qu'il m'a expliqué, ce qu'il m'a dit, on est dans l'ambiance, mais ça lui faisait plus penser à du Orson Welles, du George, enfin le créateur de la Guerre des Mondes là. Donc un côté un peu rétro-futuriste, un peu ringard dans cet état d'esprit avec des robots, des costumes un peu bidons. Voilà, ça lui faisait penser à ça et c'est vrai que quand il me l'a dit, j'ai vu que ça. Oui, ça faisait penser exactement à du steam. C'est vrai que quand on y pense, ben, ça fait penser un peu à du steampunk finalement, cette typo. Dans mon état d'esprit, moi, ça marchait dans ma justification, mais pas dans la demande du client. Donc c'est là que c'est super important de poser beaucoup de questions au client au début, hein. Parce que bah, là, j'ai perdu une journée de travail. Parce que il y a pas que 4 mots que j'ai écrits, j'en ai fait une dizaine, hein. J'ai fait quasiment tout un alphabet, hein. Donc c'était beaucoup de travail pour rien, finalement, parce que j'ai pas posé les bonnes questions au bon moment. Donc il faut vraiment prendre le temps pour ça. Donc forcément, j'ai revu la typo. Donc voilà ce que c'est la typo un peu plus construite, avant des formations. Donc là, on est vraiment sur un alphabet. J'ai essayé d'équilibrer. J'ai passé beaucoup de temps. Ce sont les typos qui sont vectoriels. Donc, comme vous pouvez le voir, quand je fais afficher les tracés sur Illustrator, ben, on voit les tracés. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'alphabet que j'ai créé. Donc pour en arriver entre ça, je vais vous montrer un petit peu la morgue. Alors je me suis un peu, Zéo, je te demanderai, tu me diras comment s'appelle le truc que je vais montrer tout à l'heure. J'ai oublié comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça une morgue, mais c'est en 3D la morgue. Donc là on a des lettres, et ici on a tout l'alphabet. Donc vous voyez que ça c'est toutes les lettres que j'ai dû créer pour faire tous les mots qui sont dans mon titre. Et c'était important en fait de créer toutes mes lettres. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, je couperai ça aussi au montage. Je vous l'expliquerai tout à l'heure.
J'ai créé toutes les lettres à la main parce que j'en avais besoin, parce que j'arrivais pas à trouver la typo que je voulais. Donc, une fois que vous avez toutes les lettres, vous avez juste à les assembler d'une direction à l'autre et ça y est, vous pouvez créer des choses différentes. Il va falloir simplement gérer les espaces et retrouver un peu de lisibilité. Donc j'ai créé ça, Star of Nimrod, à partir de lettres qui ressemblent à ça. Donc j'ai montré le tracé et vous voyez qu'en fait, à l'intérieur de mes lettres, il y a des morceaux. Et ces morceaux, ça va nous permettre de créer toutes les lettres. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, tous mes pieds, ils ont été fabriqués avec ces deux ronds. Le rond qui est en bas, donc je vais avoir deux modèles de ronds dans toutes mes lettres. Je vais avoir soit le petit, soit le grand, trois le modèle, soit le très grand. Les têtes de certaines de mes lettres, par exemple, il y en a qui sont cette courbe-là avec le gros rond. On remarquera que c'est quasiment le même qui est à gauche. En tout cas, dans ma morgue, c'était exactement le même. Les barres sont toutes les mêmes. Celles qui sont ici, que je sélectionne et que je vais placer en rouge, en bleu plutôt. Vous voyez, c'est toutes les mêmes dans quasiment tout mon logo. Je crois que j'ai quasiment aucune variation. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à créer une uniformité en fait dans votre lettrage. Alors c'est là que j'attends que Zéo me donne une solution. Moi j'appelle ça une morgue. Ça veut dire qu'on a des morceaux de corps qu'on va associer les uns avec les autres pour créer quelque chose de nouveau. Le haut par exemple, alors forcément le haut, cette courbe-là n'existe nulle part. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégroupé. Je vais prendre l'épaisseur de mon T qui est là, de mon P, et va me servir de référence pour créer mon arc. Et à partir de là, je vais pouvoir construire ma lettre. Donc le haut, le plus simple pour moi, c'était de faire 4 morceaux identiques. Oui, il y a une question? Oui, tu veux pas fusionner les formes quand tu fais tes lettres? Ou là c'est juste. Alors, voilà, c'est une bonne question. Je les fusionne plus tard, quand j'ai vraiment fini. Ça sert à rien de le faire maintenant, puisque tous les morceaux qui sont là, j'en ai besoin. Donc, non, je les fusionne plus tard. Important. Le S était très difficile à faire. Je suis pas sûr que ce soit parfaitement équilibré. J'ai dû créer beaucoup de morceaux. Le T, j'ai créé un nouveau modèle qui va me servir pour certaines lettres, qui est en fait une déclinaison d'une forme qui est quelque part, je ne sais pas où. Il y a la forme centrale du H, je vais la réutiliser par exemple pour créer l'arabesque du K. C'est exactement la même forme mais je l'ai tournée. Et toutes ces gruges comme ça va vous aider, vous, à construire votre lettre de manière rigoureuse. Ah ouais, tu regardes pas le time starting. Il n'y a pas de souci, hein, Zéwo. Le B aussi m'a posé beaucoup de problèmes, il était très difficile à faire. Donc honnêtement de loin ça marche plutôt bien. Je sais qu'il y a des configurations où ces lettres-là ne vont pas bien fonctionner. Je sais que c'est pas parfaitement équilibré. Par exemple, il y a des lettres que je n'aime pas beaucoup. Le G, j'aime pas. Le B, je trouve qu'il a des épaisseurs qui sont pas ouf. Mais c'est pas grave. La lettre en elle-même fonctionne. Ok, je vais vraiment pouvoir me faire un alphabet avec ça et j'en aurai besoin parce que je suis censé faire une trilogie. Donc, si je me suis fait chier sur le premier livre, bah, je gagnerai du temps sur les prochains parce que j'aurai juste à taper mon titre et hop, il sera déjà fini. Donc, ce sera vachement rapide. Donc là, je vais vous montrer comment évoluer le sous-titre Star of Nimrod. Donc on remarquera que le The a disparu. Alors c'est une pure erreur de ma part. J'ai juste oublié de le mettre dans le logo. Et en fait, ça a plu à mon client et il l'a maintenu. Maintenant, son livre s'appelle Star of Nimrod. Donc c'est sympa, c'est une erreur qui a été assez utile. Donc voyons comment ça a évolué. Donc là, c'est après déformation. Alors la déformation, je vous avoue que j'avais pas envie de la faire sur Photoshop, sur Illustrator. C'est trop compliqué. Je l'ai mis sur Photoshop. J'ai fait très attention à importer mes repères et je l'ai déformé sur Photoshop. La version qui est sur Illustrator actuellement, c'est une version un peu dégueulasse en vectorisation dynamique. J'ai juste réglé pour qu'elle soit relativement propre. Je ne peux pas te dire, Pistachette. Donc là, ça marche plutôt bien. Le problème, c'est ça. C'est ce qu'on m'a fait remarquer sur IM. Je crois que c'est Arnaud qui me l'a dit. Il m'a dit, le I là, on le lit pas. Il m'a dit qu'il ressemblait plutôt à un T, et puis en fait c'était par pure fainéantise que je l'avais pas fait. Je savais que ça marcherait pas. Vraiment je savais. Mais c'est juste que j'en avais marre de travailler dessus, donc bah, j'ai juste pas fait. C'est de la pure paresse, faut pas faire ça. Donc là on se rend compte que les Nimrod ça marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai retravaillé ma typo, à nouveau à plat avant déformation.
Donc j'ai repris simplement mon alphabet. J'ai recréé un nouveau symbole dans mon i. Donc ben, la courbure qui est là, c'est rien de plus que la courbure qui est sur le A, qui est sur le R, le N. C'est toujours la même. Je l'ai reprise et j'ai retravaillé mon i pour qu'il s'adapte avec les lettres qui environnent. Alors ça, c'est un truc qui est très difficile et je pense que c'est quelque chose qui se gère quand on est typographe. Soit on est capable de créer des lettres qui vont partout, soit on crée des variations de lettres en fonction des situations. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais moi j'en ai eu besoin. À ce moment-là, j'en ai eu besoin. Et c'était le seul moyen que j'avais pour sauver mon problème. Et voilà comment aller une fois la déformation appliquée. Donc vous voyez, c'est assez empirique. La typo en elle-même a pris beaucoup de temps parce que ce que je disais tout à l'heure avec la typographie qui est ici de Annabelle Pickering, c'est que ce sont des lettres qui deviennent très rigoureux, le moindre petit écart et ça peut foutre vraiment le bordel dans votre lettrage. Donc c'était très difficile d'être rigoureux là-dessus. Annabelle Pickering, c'était la première que je faisais à la main. Celle-là, ça commence à... Voilà, je pense que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus et ça va être intéressant. Donc c'était sympa. Donc l'exercice que je vous propose maintenant. On va pas redessiner une typo à la main, d'accord? On va apprendre à utiliser, à créer des typographies, des lettrages ou des logos à partir de typographies existantes. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je crée les typographies à la main. J'ai passé 5 ans à faire des assemblages de photos où il fallait trouver exactement la bonne photo pour pour avoir vraiment le bon propos. Et en fait, ça prend 3 plombes de trouver la bonne typo. C'est trop long, c'est souvent trop long et moi je suis quelqu'un qui est assez bête là-dessus, c'est que bah, je fais mes typos moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai jamais l'impression de trouver exactement ce que je veux. Et en fait vous allez vous rendre compte avec ces typographies qu'on trouve sur internet, c'est que quand c'est écrit free, c'est souvent écrit gratuit pour usage personnel, gratuit pour usage professionnel, mais avec interdiction de déformation. Il faut vraiment faire très attention à ça. Il y a beaucoup de typographies qui en réalité ne sont pas vraiment gratuites. Il y a des typographies où elles sont gratuites, mais vous devez citer l'auteur. Et bon, c'est pas grave de citer l'auteur. Mais le problème, c'est que pour un logo, on a peut-être envie de faire quelque chose d'un peu plus original. On a envie d'apporter une touche. Et vous verrez que 90% des typographies que vous allez télécharger et trouver sur Internet, eh ben vous n'avez pas le droit de le faire, ça. Et si vous déformez une typographie qui ne vous appartient pas, eh ben vous allez vous faire emmerder. Vous allez devoir payer des droits, vous allez devoir tout simplement changer votre logo. Donc moi, bah, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire moi-même mes typographies. Comme ça, on peut rien me dire. On peut me dire, ça me fait penser à ça. Oui, ok, mais je peux te prouver que je l'ai tout construit moi-même, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va quand même jouer le jeu. On va essayer de choisir une typographie. Donc je vais vous inviter à aller soit sur Dafont. Si vous connaissez d'autres sites, vous pouvez y aller. Dafont, fond de Google, ou là, fond de Google, vous n'aurez jamais de problème de droit, vous pouvez déformer autant que vous voulez votre typo, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous en donne 3, vous pouvez aller en chercher sur d'autres. Et en fait, vous allez chercher au moins une typographie, soit emo, ou une typographie euh, emo, ou une typographie girly. Faites-vous une sélection. À la fin, vous en sélectionnez qu'une seule, hein, d'accord? Ce que je vous propose, c'est possible sur tous les sites normalement. Par exemple, je vais prendre Chris Master. Je vais écrire star. Je vais la mettre en gros. Je vais faire valider. Et vous voyez, il va me proposer quelque chose là. Faites juste un imprime écran et mettez-le sur Photoshop. Ça va aller plus vite. Donc je vais me faire une petite sélection de mon côté. Donc l'objectif, quand vous allez sélectionner votre typo, c'est qu'elle vous mâche le travail, hein. Il faut vraiment qu'elle vous mâche un maximum de taf. C'est-à-dire que vous devez y trouver autant d'idées que vous aviez en tête quand vous avez fait votre croquis. Il faut vraiment retrouver un max dans la typo que vous allez choisir, parce que plus elle sera proche de votre idée, et plus vous aurez de facilité à la déformer et arriver au résultat final. C'est là que ça peut devenir intéressant de prendre des typos qui existent déjà, parce que le but c'est qu'elles fassent un raccourci pour vous faire gagner du temps.
Si vous avez trop de travail à faire dessus, faut se poser la question du pour et du contre. Est-ce que je gagne plus de temps à la faire moi-même ou est-ce que je gagne plus de temps à prendre un truc qui existe et à le déformer? Faut vraiment se poser les bonnes questions au bon moment. Parce que moi, ça m'arrive très souvent de passer trop de temps à faire quelque chose qui sert à rien alors que j'aurais pu le faire en 10 minutes. Si j'avais juste pris le temps, même passer 3 heures à trouver la bonne typo, c'est toujours mieux que passer 20 heures à la construire soi-même. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions au bon moment, hein. Donc je vous explique le délire. Donc c'est là que la vidéo de Zéo va être super importante. Donc allez la voir, je mettrai un petit lien sur la vidéo, cliquez en haut à droite. Il faut absolument que vous voyez ça. C'est la construction à partir de la fameuse ligne de force. Vous allez créer des lignes de force, enfin vous allez les recontrôler. Parce que les typographies qu'il y a actuellement, que vous allez sélectionner, si ça se trouve, elles sont trop raides. Elles ne sont pas en adéquation avec l'espèce de courbe que vous aviez dans votre croquis. Donc il faut absolument que vous lui redonniez du mou. Donc c'est là que c'est difficile de travailler à partir de choses déjà existantes parce qu'il faut prendre du recul. Donc prenez votre croquis, mettez-le quelque part dans un coin. Moi par exemple j'aimerais bien que ma typo elle monte un petit peu et j'aimerais qu'elle fasse un truc comme ça. Donc, je vais cacher celle-ci par exemple. Je vais prendre celle-là parce que c'est celle que je trouve la plus rigolote. J'ai envie de garder le gros S mais en vrai voilà je vais faire un truc comme ça. Donc là, vous voyez, je vais avoir un truc qui va être très montant, très déformé finalement. Donc, cette typo-là, c'est pas dit qu'elle soit parfaitement adaptée pour ça. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. À partir de ça, eh ben, il va falloir vous dépatouiller pour essayer de recréer de la structure. Alors, le conseil qu'avait donné Zéo la semaine dernière, c'était le suivant. Vous avez fait votre silhouette, ou alors vous avez travaillé à partir d'une colonne vertébrale qu'on appelle la ligne de force. Donc, pour moi, elle sera là. Donc la colonne vertébrale, elle passe théoriquement au milieu, ou alors c'est un axe directeur, ça dépend vraiment de la situation. Normalement, la colonne vertébrale, c'est votre dos, donc c'est un peu le centre de votre lettre. Et par-dessus ça, vous allez positionner le placement de vos lettres, la proportion de votre lettre qu'elle va prendre dans le dessin. Donc ça veut dire que le S va être dans la première partie, le T ici, le A ici, le R ici. Bon, ça c'est la méthode quand vous allez construire à la main. Donc forcément, vous vous rendez compte que quand la typographie existe déjà, ça peut devenir très très compliqué de faire ça. Mais bon, on va faire avec. Donc, je vais prendre mon star, je vais garder l'original de côté, que je vais appeler source. Celui-là, je le touche pas, je le touche jamais d'ailleurs. Et je vais me dépatouiller. Je vais prendre l'outil, je vais faire CTRL-T déformation. Donc ça va être ma première étape. Le but étant de déformer. Je vais donc faire déformation, ça va m'apporter une grille comme ça. Et je vais déformer ma typo comme ça pour tenter désespérément de la faire entrer là-dedans. Donc il peut tout y avoir. Soit vous déformez chaque lettre les unes après les unes avec les autres, soit vous faites autre chose. Moi, vous voyez, je commence déjà à voir les limites de ce lettrage ici. Voilà, imaginons que j'ai ça. Donc ça rentre pas exactement dans les cases. Il faudrait encore retoucher. Donc je vais prendre chaque lettre indépendamment et je vais essayer de les faire rentrer dans les cases à nouveau. Peut-être un truc comme ça. Le S pareil. Je vais le déformer un petit peu, même si j'aime bien comment il fait là, je vous avoue. J'aime bien cette petite courbe qu'il fait. Il y a un petit côté exagéré que je trouve sympathique. Donc on est moins sur une structure rigoureuse comme avait celle de Zeo. J'ai tendance à avoir, à cause des règles de lisibilité, j'ai avoir tendance à déformer des choses un peu plus que d'autres. Donc là, à cause de la déformation, mon R il est pas bon. Donc là, vous voyez, je commence à récupérer un rythme. Donc là, on a déjà un truc qui est sympa visuellement, je trouve. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout équilibré et il n'est pas forcément très lisible. Donc il va falloir continuer de déformer cette lettre. Donc je rapproche certains éléments. D'autres, je vais encore continuer de déformer. Plus vous pouvez déformer comme ça avec les outils de déformation de Photoshop, mieux c'est. Il ne faut surtout pas hésiter. Parce que de toute façon, on est sur un côté un peu trashy.
Votre logo il va pas ressembler à ça, on est sur de la pure construction, si c'est flou, si c'est coupé, si c'est un peu dégueulasse, on s'en fout complètement, le but c'est de cracher une idée, il faut vraiment que le résultat il arrive dans les 20 minutes, il faut que vous sachiez dans quelle direction vous allez quand vous travaillez à partir d'une typo. À partir de là, ça je vais garder chaque grande étape, je sais pas, je vais commencer à gommer, et je vais commencer à construire. Et là à partir de là, bah, il faut Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas en gris là? Parce que je suis pas bon, voilà. On va reconstruire, on va redonner de la... On va redonner de l'épaisseur à certains endroits, on va redonner de la hiérarchie aussi, à des endroits qu'on trouve un petit peu mou, un petit peu inintéressant. Vous voyez, ce T, je le trouve un peu fade maintenant, entouré de toutes ces grosses lettres. Donc je vais retravailler tout ça, jusqu'à trouver un équilibre que je juge suffisant. Je ne sais pas comment travaillent les typographes, mais moi en tant qu'illustrateur, il y a un vrai rapport à l'autosuffisance. Si je trouve personnellement que c'est équilibré, ça me va. L'équilibre, c'est un truc qui est difficile à comprendre, c'est un truc qui est difficile à contrôler, c'est assez instinctif. Donc j'en parlerai pas là parce que je ne saurais pas l'expliquer. Mais je trouve déjà que j'ai un truc qui est sympa et qui commence à être équilibré ici. Hop là. Peut-être que je peux essayer de redonner une courbe ici, remettre une majuscule. Bon, ok, c'est vrai que c'est que des minuscules partout, mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre une majuscule? Est-ce qu'il y a une règle qui m'empêche d'avoir un R majuscule alors que je suis entouré de minuscules? Vous savez, tout ça, je les connais pas, ces trucs, et si ça se trouve, ça ferait hurler un typographe ce que je fais là actuellement. Mais c'est pas grave, j'y vais, j'y vais. Après, je vous dis, hein, je travaille pas comme ça, mais si ça se trouve, un jour, je le ferai, parce que bah, j'en aurai tout simplement besoin, parce que bah, on gagne du temps à faire ça. Donc ça, je pense que ça vaut le coup de s'y pencher. Je trouve que là, je suis sur un truc que je serais capable de vendre. Maintenant, je pourrais retravailler le positionnement des cœurs. Alors, je vous avoue que le cœur à l'intérieur me dérange un petit peu. Je préférais avoir des petits cœurs un peu foufou comme ça. Hop là. Voilà, comme si le petit cœur il était amoureux. Ça, je trouve que c'est de trop. Voilà, j'aime bien le cœur au milieu du A. Est-ce qu'il n'y a pas moyen bah, de tester une itération où on va faire ça? Vous voyez, bon, ça nécessitera encore un peu de travail, mais peut-être que l'idée vaut le coup. Par contre, avoir ce cœur au centre m'impose de retravailler la forme de ma lettre. Vous voyez, la fenêtre qui est en haut à droite ici, le navigateur, c'est super important. C'est votre outil de recul, un peu comme quand vous êtes sur une œuvre d'art. Vous prenez du recul quand vous êtes dans votre pièce, et ben là c'est pareil. Là, quand j'ai le nez toujours pointé sur mon écran en gros, je vois pas les défauts. Ah, c'est une glotte, oui, c'est vrai. C'est vrai, bien vu. Mais donc prenez du recul, soit vous avez votre fenêtre navigation, soit très souvent faites comme ça. Vraiment, hein. Vous allez, alors, ça marche pas très bien sur Photoshop parce que je trouve qu'il y a une façon de gérer le dézoom qui est un peu immonde, mais contrôlez très régulièrement la lecture de votre texte en petit. C'est super important. Première question à vous poser. Est-ce que je trouve ça iconique? Est-ce que je trouve qu'il y a une idée qui se passe derrière? Est-ce que on sent le dynamisme? Est-ce qu'on sent que c'est un truc un peu dur? Est-ce que on sent que c'est un truc un peu mou? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est un peu stoïque? Vous voyez, c'est des vraies questions qu'il faut se poser quand on est en tout petit. Est-ce qu'on voit qu'il y a de la rondeur ou de la dureté? Donc on se pose des vraies questions. Et ensuite, on zoome un tout petit peu plus pour se dire, bon, est-ce qu'à cette dimension ça marche? Est-ce que je dis qu'il y a des cœurs? Est-ce que je trouve qu'il y a des équilibres qui peuvent être corrigés? Par exemple, la jambe du T qui dépasse en bas à droite, la petite virgule, ah, je la trouve un peu fine, tu vois. Je me pose toujours ce genre de choses. Et à la fin, je vais réussir à équilibrer comme ça en zoomant, dézoomant, faisant des miroirs. Les miroirs, je suis pas sûr que ça marche très bien parce qu'on lit plus le mot. Et vous voyez, j'ai fait miroir, je suis incapable de comprendre ce que j'ai écrit. Pourtant, on le lisait bien, Star, là. Donc le miroir ne marche pas avec de la typographie. Ça marche très bien pour l'illustration, mais pas de la typo. Donc faites pas de miroir. Donc pour le coup, ben, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça suffisamment clair. Et puis si c'est pas assez clair, ben, posez des questions dans les commentaires de la vidéo. Mettez des pouces bleus et pensez à vous abonner. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt